dans cet entretien de naturopathie, nouvel entretien de naturopathie avec mon ami Gilles Dongli. Bonjour. Naturopathe, praticien en médecine chinoise, on peut dire ça comme ça. Ah oui, voilà. Voilà. Il en faut. Voilà, il en faut. Donc nous allons faire un entretien de naturopathie, cette fois-ci sur les laitages. Une grande question qui agite tout le monde de la naturopathie depuis fort longtemps. Il y a eu, on ne compte pas les ouvrages polémiques, avec des jeux de mots d'ailleurs, du genre le lait, une blancheur trompeuse, ou le lait, c'est sacrée vacherie. Voilà. Donc, on va aborder cette question des produits laitiers, mais pas que du lait de vache, du lait de vache et des autres types de lait. Le lait de vache étant peut-être le point central de notre entretien. Donc vas-y, lance le premier pavé dans le lait, si tu veux. Alors le premier pavé dans le lait, eh bien effectivement, c'est un sujet qui est très complexe en fait, parce que le lait, c'est le symbole de du début de la vie, on se nourrit avec le lait maternel. La question première qui se pose, c'est si on veut distinguer déjà le lait des produits laitiers dérivés, d'accord. Oui. On peut déjà s'intéresser au lait en lui-même, d'accord, et de l'intérêt de continuer à boire du lait au-delà de la période de sevrage, d'accord. Voilà. Alors, le lait, c'est sûr, a son intérêt, notamment au niveau du développement de l'enfant, d'accord. Et on sait aussi qu'il protégerait de certains cancers colorectaux, mais en même temps, il favorise le cancer de la prostate quand on en boit en grande quantité. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très net. Et moi, je me souviens quand j'étais petit, que j'habitais à la campagne, j'allais chercher le lait à l'épicerie du coin, mais j'y allais avec mon bidon en aluminium, là, et c'était du lait qui sortait de la vache, quasiment. On le faisait bouillir et on se régalait, nous, avec la peau qui surnageait au-dessus. J'ai le souvenir, la crème qu'on récupérait pour faire des bons gâteaux, d'ailleurs. Exactement. Et ce lait-là, à mon avis, on le trouve plus. Le lait actuel n'a rien à voir avec ce lait, parce qu'il subit des tas de transformations, déjà dans l'élevage, parce qu'il peut y avoir des antibiotiques, des facteurs de croissance qui viennent s'ajouter. Après, il y a le traitement UHT qui est un traitement qui va modifier l'homogénéisation, qui rend les particules de graisse plus fines, donc beaucoup plus insidieuses, on va dire. Voilà, toutes ces choses-là. Je sais pas si et puis, il y a aussi les variétés, les races de vaches qui sont élevées, parce que je me souviens d'avoir vu une conférence d'un vétérinaire qui enseignait à l'école d'agrobiologie de Beaujeu. Et il nous disait, je soigne 90% des enfants asthmatiques et allergiques au lait de vache en remplaçant le lait de vache classique, traité, non bio, etc., par du lait cru fermier bio. Et j'avais 90% de résultats positifs. Il revenait en fait au lait d'il y a 40 ou 50 ans. Exactement. Alors, les races de vaches, les jersiaises, les tarines, les montbéliardes, les normandes, etc., produisent un lait de vache qui n'est pas le même lait que le lait produit dans les élevages du type ferme des 1000 vaches, par exemple, par ces Primolstein ou ces Holstein, qui vont pisser du lait de très mauvaise qualité, elles-mêmes étant nourries aussi avec des sous-aliments. Donc il y a tout ce contexte-là qui intervient. Moi, je pense effectivement que si vous souhaitez boire du lait, même en tant qu'adulte, ce qui est très discutable, voilà, puisqu'on a des populations qui vivent très bien, certaines populations asiatiques vivent très bien sans boire de lait. On dirait d'autres vivent aussi en buvant du lait, mais quel lait justement? Je pense au Maasai, etc. Il y a un problème aussi, c'est que dans le lait de vache, il y a du lactose, qu'on n'est pas censé digérer à partir de l'âge de 7 ans, parce qu'on perd la lactase à partir de l'âge de 7 ans. Des fois, mais souvent ça pose des problèmes digestifs. Et puis, il y a des protéines de lait, des bêta-lactoglobulines, qui ne sont pas toujours bien tolérées. Tout à fait. Alors, j'avoue quand même une chose... Il y a aussi les facteurs de croissance naturels du lait. Oui. Qui favorisent le développement du veau, qui sont complètement disproportionnés pour nous, et qui peuvent favoriser justement des problématiques, ce qu'on appelle le TAN en médecine chinoise, de masse, de tumeurs, de kyste, etc.
Et alors, j'avoue quand même une chose, puisqu'on parlait des laitages bio fermiers. J'ai moi-même, malgré tout, il y a 1 an, eu une réaction allergique à une crème dessert bio fermière. Donc, ce qui joue aussi, c'est l'état de notre barrière intestinale. Et c'est vrai que la barrière intestinale, avec notre alimentation actuelle, est sans doute plus mise à mal, et puis les polluants, etc., le Bien stress sûr, et tout, hein. est plus mise à mal. Et donc, les laitages sont peut-être moins bien tolérés, et pas que les laitages, parce que beaucoup d'autres aliments entraînent des intolérances à l'heure actuelle. Pour parler du lait, en médecine chinoise par exemple, en diététique chinoise, le lait a comme propriété de nourrir les liquides. C'est vrai que c'est un bon hydratant. Mais très rapidement, quand on va un peu plus loin, la médecine chinoise dit aussi attention, le lait en excès ou même sans excès marqué, favorise les glaires, hein, favorise le thamme, favorise l'humidité, ce qu'on appelle ça. Donc tout ce que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Bon, il faut savoir aussi que le lait, quel qu'il soit, lorsqu'on le boit, a un index insulinique très élevé, c'est-à-dire qu'il se comporte un peu comme un glucide, c'est-à-dire qu'il ne va pas élever le taux de sucre dans le sang, mais il va augmenter le taux d'insuline, d'accord? Donc c'est assez curieux, hein, comme chose, c'est dû, je crois, au petit lait d'ailleurs, aux protéines du petit lait. Donc, attention avec le lait, je ne pense pas que ce soit une nécessité d'en boire. Maintenant, c'est un autre problème pour les produits laitiers. Alors les produits laitiers, c'est les dérivés. Voilà. Parce que les produits laitiers, bien sûr, sont produits à partir d'un lait totalement transformé. Et cette transformation, d'abord, c'est des transformations qui sont opérées depuis très très longtemps. Les premiers fromages, on a retracé la présence, l'existence des premiers fromages il y a, je crois, 7 ou 8 000 ans, dans l'actuelle Croatie, je crois. On a retrouvé des jarres avec des traces de lait caillé. Et les transformations rendent un produit potentiellement nocif. Et puis, il y a dans les fromages actuels, le plus vieux des fromages français actuels, c'est le Cantal, qui est un fromage à pâte pressée qui qui existe depuis 4 ou 5 000 ans. Les fromages à pâte dure n'ont pas ce problématique d'index insulinique. Voilà. Qu'on trouve dans le lait, par exemple. Voilà. Alors, d'abord, effectivement, ces fromages à pâte dure, on va éliminer du petit lait déjà. Hein, puisqu'on va faire cailler le lait, et après on va presser, c'est des pâtes pressées, on va éliminer le petit lait, on va éliminer des principes actifs qui peuvent être nocifs dans le lait, et donc on va garder surtout des protéines transformées, parce que les protéines sont transformées, et puis le lactose lui aussi est transformé. Hein. Il n'y a plus de lactose quasiment dans les fromages. Et par contre, il y a du calcium, il est très riche en calcium. Donc on conserve par exemple le parmesan est un des plus recalcifiants. Mais les tenants de la théorie de l'équilibre acido-basique vont te dire, mais le parmesan c'est le truc le plus acidifiant. C'est vrai. Voilà. Bah, c'est la quantité après qui va. Tout est question de quantité. Hein. Comme disait Paracels, le poison, la dose fait le poison. La dose fait le poison. Alors, on va distinguer quand même les laitages type fromage, laitage cuit, etc. et les laitages fermentés en cours de fermentation, c'est-à-dire les yaourts et les fromages frais, fromages blancs plutôt. Parce que ces yaourts et fromages blancs sont des aliments vivants. Il y a le côté probiotique là. Il y a le côté probiotique. Il y a le côté probiotique. Attention aux excès de certains probiotiques parce que apparemment certains probiotiques en excès peuvent favoriser la prise de poids. Certaines souches, et d'autres au contraire peuvent favoriser l'engraissement. Donc il faut diversifier les yaourts, les prises de type de yaourt, ne pas toujours consommer qu'un seul type de yaourt, parce que sinon on peut s'exposer aux excès du ferment lactique qu'on consomme. De toute façon, concernant la consommation, je pense qu'il sera toujours prudent de raisonner sur 3 produits laitiers, oui, mais en ce qui nous concerne, nous naturopathes, par semaine. Oui, oui. Les 3 produits laitiers par jour, c'est un leitmotiv qui favorise l'industrie laitière, on peut les comprendre, les lobbies qui tournent autour de tout ça, mais il n'est absolument pas utile et nécessaire de consommer 3 produits laitiers par jour. Non, voilà. Mais en consommer un peu, par contre, oui. Voilà, alors il y a un débat qu'il faut mettre sur la table aussi, concernant le lait, c'est l'ajout du lait dans le café.
Ah bah c'est ça, le oui. pire poison du foie. Tout à fait. C'est le pire poison du foie. Et Bon. combien de gens utilisent le lait et en mettent dans le café? Alors, le problème, c'est qu'il y a souvent une raison émotionnelle. Parce que le café au lait, l'odeur du café au lait, chez beaucoup de gens, ça rappelle l'odeur de la cuisine de maman Oui, tout à fait. autrefois. Oui, bien sûr. Et ces personnes-là ont une nostalgie avec le café au lait, ils sont rattachés à leur passé. Et ça, c'est quand même un gros problème. Il y a une sorte d'addiction au café au lait. Moi, j'ai vu des fois parmi mes patients des gens qui m'ont dit qu'ils ont abandonné spontanément cette habitude du café au lait parce qu'ils ont ressenti que ça les perturbait au niveau digestif. Bon, Oui. après, c'est sûr, c'est clair, hein, quand on arrête, ça va beaucoup mieux. Ah oui, oui, le café au lait, moi Bon. je peux vous dire mon expérience personnelle, hein, Alors. ça a été 2 fois, la deuxième fois j'étais aux toilettes pour vomir, hein, donc c'était rapide. Hein. Alors, Alain, on parlait du lait de vache, mais est-ce que les laits de brebis ou de chèvre sont plus intéressants? Est-ce que... Alors moi, de mon point de vue, oui, à une condition. Oui. À une condition, c'est que les brebis et les chèvres soient nourris correctement. Voilà. Parce qu'on voit arriver des allergies. Des oméga 3. Hein, voilà. On voit arriver des allergies au lait de brebis et au laitage de brebis, pareil au lait de chèvre et au laitage de chèvre. Hein. Donc il faut que les chèvres soient nourries correctement, que les brebis soient nourries correctement. Et pour les chèvres, il y a, semble-t-il, bon je ne suis pas éleveur de chèvres, hein, mais... Pas berger, donc je crois pas. non, mais... Ça viendra peut-être. Hein, peut-être un jour, bon. Mais je crois savoir qu'il y a un rythme de production du lait de chèvre, qu'on n'en produit pas forcément toute l'année. Donc il faut respecter ces rythmes de production. Tout à fait. Le lait de vache, c'est pareil, hein, une vache qui a brouté de l'herbe, voilà, qui a mangé des produits naturels, ce qu'elle est censée manger et non pas ce qu'on leur donne. Voilà. C'est-à-dire des grains de maïs et de soja, qui n'est pas la nourriture naturelle de la vache. On n'en est pas au stade de la vache folle, mais c'est quand même pas terrible. Hein. Le lait, c'est pas du tout la même chose à la sortie. Hein. Non. Les problèmes d'oméga 3, Alors, etc. pour le lait de chèvre et le lait de brebis, on va quand même dire que globalement, surtout si on est en bio, on aura des produits qui seront très intéressants pour la flore intestinale notamment. Les yaourts de chèvre et les yaourts de brebis, personnellement j'ai conseillé beaucoup plus que les yaourts de vache, là encore pour la flore intestinale. Après, bon, il y a toujours des problèmes de tolérance individuelle qui peuvent exister, donc il faut veiller à ça. Alors, il y a aussi la question de ce qu'on appelle les laits végétaux, qui ne sont pas des laits d'ailleurs. Ah, oui, ce ne sont pas des laits, effectivement, mais ça pose problème, ça aussi. Quand même. Ce qu'on appelle le lait d'amande, le lait de soja, etc. Le lait de riz, alors, on va plutôt parler de boissons au soja. Alors, attention, le soja, c'est pas mieux que le lait de vache. Parce que dans le soja, la boisson soja, il y a du lactose. C'est pour ça que le soja, d'ailleurs, et beaucoup de légumineuses, quand on les consomme, ça provoque des ballonnements quand ils ne sont pas bien cuits, d'ailleurs. Hein, il y a du lactose, mais il y a aussi des inhibiteurs thyroïdiens. Et de la trypsine aussi. De la trypsine, voilà. Et puis, c'est très riche en purine. Donc ça peut encrasser les articulations, aussi sûrement que les excès de fromage. Hein. Donc attention, et puis il y a des isoflavones de soja, donc des œstrogènes-like qui sont déconseillés chez les femmes enceintes, chez les femmes qui ont des mastoses et qui se défibrilent, etc. Ça pourra faire l'objet d'un autre entretien, effectivement. Voilà. Le soja, ses dérivés, hein, qu'est-ce qu'il faut en Oui, penser, on etc. en reparlera du Ça, soja. Il faudra qu'on lui torde le cou au soja. Voilà. Bon. Et un mot rapidement sur le lait de jument. Alors le lait de jument, moi personnellement j'apprécie beaucoup le lait de jument. D'abord, on le trouve quasiment que en bio. Hein. Ensuite, le lait de jument est un lait qui est apparemment assez proche du lait maternel, qui apporte des ferments lactiques extrêmement intéressants pour la flore intestinale, beaucoup d'oméga 3, donc moi je le conseille souvent pour les gens qui ont des problèmes de porosité intestinale, pour refaire la flore intestinale et la muqueuse intestinale, très utile pour la peau, pour le système nerveux. En cas de psoriasis par exemple, on peut prendre des cures de lait de jument, c'est remarquable. Vous le trouverez en gélule, en comprimé, en poudre délayable et même en bouteille. Alors la bouteille de lait de jument, un demi-litre, c'est quand même 5 € à peu près, hein. C'est pas donné. C'est cher, mais bon, après voilà. Mais ça vaut le coup. Et je dirais que si on ne peut pas faire autrement pour un enfant en bas âge,
lui donner le biberon en coupant moitié lait de jument et moitié boisson végétale à la châtaigne, par exemple, hein, on aura un excellent recalcifiant avec la châtaigne et on aura un excellent apport en protéines avec le lait de jument. Notez la recette. Hein. Ouais, moitié-moitié, ça me semble intéressant. Voilà. Alors, je voulais finir sur les matières grasses du lait, le beurre par exemple. Oui. Le beurre, attention, c'est la matière grasse du lait, du moment que c'est le lait d'origine biologique, etc. Je pense que c'est un produit intéressant, contrairement à ce qu'on a pu dire. Oui. Hein. Un peu de beurre, 10 ou 20 grammes par jour. Kousmine disait le matin. Le matin, voilà. Sur la tartine. Elle réserve le beurre pour le matin. Pas de souci, hein, c'est apporte de la vitamine A, un peu de vitamine D, etc. Voilà. C'est une matière grasse, c'est des acides gras saturés, mais on a aussi besoin d'un peu d'acides gras saturés, il ne faut pas non plus, hein, c'est encore un autre débat. Mais... Tout à fait. Voilà. De même que la crème fraîche, c'est pareil, c'est la quantité. Hein, qui voilà. compte, hein. Alors par contre, utiliser le beurre cru, évitez de trop le griller à la poêle. Alors si vous voulez absolument cuire au beurre, faut pas que ça fume. Il faut pas que ça fume, il faut pas que ça grille. Sinon, là, bah, c'est comme tout. Hein. Il faut que le beurre soit juste fondu, et après vous mettez vos aliments sur la poêle dans le beurre fondu. Et là, il n'y aura pas de problème. Hein, mais si vous faites d'abord griller le beurre, qui commence à se développer des benzopyrènes, etc., là, c'est pas bon du tout. Hein, vous aurez des produits cancérigènes. Alors Alain, pour conclure, on pourrait donc dire à la manière de Bourvil, les produits laitiers, les fromages, oui, mais le lait, non. Non. Voilà. Merci de votre attention. À très bientôt.